Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche tout le monde, tous les jours, les transferts d'énergie. On va décortiquer ensemble comment les lois de la physique qui expliquent pourquoi on a froid chez soi en hiver sont exactement les mêmes qui pilotent le climat de notre planète. C'est un gros morceau du programme de terminale, alors on s'accroche, c'est parti. Allez, on commence direct avec la question qui fâche. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la thermodynamique. Cette facture qui monte en flèche, eh bien c'est la preuve que de l'énergie s'échappe de votre maison. Notre mission aujourd'hui, comprendre comment, par où, et surtout, voir comment la physique nous aide à limiter la casse. Bon, pour comprendre comment gagner la partie contre le froid, il faut d'abord connaître les règles du jeu. En physique, ces règles, ce sont les grands principes de la thermodynamique. C'est vraiment le cœur de notre programme de spécialité. Au centre de tout ça, il y a une notion fondamentale, l'énergie interne, qu'on note U. Imaginez-la comme l'énergie cachée d'un système, l'agitation de toutes les petites particules qui le composent. Plus ça bouge à l'intérieur, plus l'énergie interne est grande. C'est cette énergie qu'on va suivre à la trace tout au long de notre parcours. Et voici la loi suprême, la règle numéro 1, le premier principe de la thermodynamique. Ce qui nous dit est en fait assez simple. La variation d'énergie interne, notre fameux delta U, est égale à la somme du travail, W, et de la chaleur, Q, que le système échange avec l'extérieur. C'est juste une loi de comptabilité. L'énergie ne disparaît jamais. Elle ne fait que passer d'un endroit à une autre ou changer de forme. Alors, comment cette chaleur fait-elle pour s'enfuir de nos maisons ? Il y a 3 voies d'évasion principales. D'abord, la conduction. C'est la chaleur qui traverse les murs solides, de particule en particule. Ensuite, la convection. Ça, c'est l'air chaud du radiateur qui monte, se refroidit et redescend, créant un courant d'air. Et enfin, le rayonnement. C'est la chaleur qu'on sent près d'un feu, même sans le toucher, transportée par des ondes électromagnétiques invisibles. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. On va prendre un cas hyper concret, tout droit sorti d'un sujet du bac. On va voir comment ces principes s'appliquent pour isoler une maison et faire des économies. Pour mesurer la vitesse de fuite de la chaleur, les physiciens utilisent une grandeur, le flux thermique, noté φQ. C'est la quantité d'énergie qui s'échappe à travers une paroi chaque seconde. La formule nous dit qu'il dépend de l'écart de température, mais surtout qu'il est divisé par la résistance thermique RTH. Autrement dit, plus cette résistance RTH est grande, plus le flux est petit et moins la chaleur s'échappe. Le secret d'une bonne isolation, c'est donc de maximiser cette résistance. Et pour que ce soit bien concret, l'exercice du bac nous donne un chiffre. Le flux thermique à travers une vieille fenêtre, c'est moins 1500 watts. Le signe moins est super important. Il nous dit que l'énergie quitte la maison. Et 1500 watts, ça veut dire 1500 joules perdus chaque seconde. Pour vous donner une idée, c'est comme laisser allumer en permanence 15 vieilles ampoules de 100 watts juste pour compenser les pertes d'une seule fenêtre. Ça fait réfléchir, hein ? Et c'est là que le double vitrage entre en jeu et change tout. Regardez les valeurs de la résistance thermique RT. Celle du double vitrage est clairement plus élevée. En pratique, ça signifie qu'il freine beaucoup mieux la fuite de chaleur. C'est la petite couche d'air ou de gaz coincée entre les 2 vitres qui fait office de bouclier thermique. Résultat, on perd beaucoup moins d'énergie et la facture baisse. L'étude du bac, elle est même plus loin. On peut faire encore mieux en remplaçant l'air entre les vitres par des gaz plus nobles comme l'argon ou le krypton. Les résultats sont clairs, ils augmentent encore la résistance thermique, donc on isole encore mieux. Le seul problème, c'est que ces gaz sont rares et donc chers à extraire. C'est le parfait exemple du compromis qu'il faut toujours faire entre la performance technique et le coût économique. Maintenant, on change complètement d'échelle. On prend de la hauteur. Et si on voyait notre planète, la Terre, comme une maison géante flottant dans l'espace ? Parce que les lois de la physique qu'on vient d'appliquer à une fenêtre, eh bien ce sont exactement les mêmes qui décident de la température sur Terre. Voilà. Cette phrase résume tout. La Terre, c'est un système thermodynamique géant qui reçoit de l'énergie du Soleil et en renvoie vers l'espace. Si on a compris le bilan thermique d'une maison, on a toutes les clés pour comprendre le bilan thermique de la Terre. Premier concept important, l'albédo. C'est un mot un peu bizarre pour dire quelque chose de simple. C'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Pour la Terre, en moyenne, c'est 30%. Ça veut dire que sur 100% de l'énergie solaire qui nous arrive, il y a 30% qui est tout de suite renvoyé vers l'espace, comme par un miroir. Ce miroir, c'est quoi ? Ce sont les surfaces claires, les nuages, la neige, les glaciers. Le reste, les 70%, est absorbé et vient chauffer la planète. Ok, donc la Terre absorbe de l'énergie. Elle chauffe et, comme tout corps chaud, elle émet à son tour de l'énergie sous forme de rayonnement infrarouge.
C'est là qu'intervient l'effet de serre. Une partie de ce rayonnement qui repart est piégée par certains gaz de l'atmosphère qui agissent un peu comme une couverture et renvoient la chaleur vers le sol. Et heureusement, regardez l'impact. Sans cet effet de serre naturel, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés Celsius. C'est grâce à lui qu'on a une température moyenne agréable de 15 degrés. Donc tout le climat repose sur un équilibre. Pour que la température moyenne de la planète reste stable, il faut que l'énergie solaire absorbée soit exactement égale à l'énergie infrarouge qui repart vers l'espace. Le bilan doit être nul. Si on modifie cet équilibre, par exemple en ajoutant des gaz à effet de serre qui retiennent plus de chaleur, eh bien l'énergie sortante diminue, le bilan n'est plus nul et la planète se réchauffe. Voilà, on a fait un grand tour de la maison à la planète. Maintenant, on se recentre sur l'objectif, le bac. Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir et savoir faire pour le jour J? C'est parti pour la synthèse. Alors voici la boîte à outils indispensable de ce chapitre. Le premier principe, évidemment. Les expressions pour calculer le travail, W, et la chaleur Q dans les cas simples. Les deux formules sœurs sur les transferts thermiques, celle du flux et celle de la résistance. Et enfin, la loi de Stefan Boltzmann qui décrit l'énergie émise par rayonnement. Il faut les connaître par cœur et surtout savoir ce que chaque lettre signifie et quelles sont les unités. Au bac, on ne vous demande pas juste de réciter des formules. On évalue 3 grandes compétences. D'abord, modéliser, être capable de simplifier une situation réelle pour pouvoir y appliquer une loi physique. Ensuite, calculer, ça c'est l'application numérique en faisant super attention aux unités et aux chiffres significatifs. Et enfin, et c'est le plus important, raisonner, interpréter un résultat, critiquer une valeur et construire une conclusion argumentée. Et pour finir, une astuce en or, celle qui fait vraiment la différence dans une copie. En thermodynamique, le signe d'un résultat n'est jamais un détail. Il raconte une histoire. Prenez ce réflexe, demandez-vous toujours si le système gagne ou perd de l'énergie. Si Q ou W est positif, il en gagne. S'il est négatif, il en perd. C'est une convention, mais elle est essentielle pour donner du sens à vos calculs. Rappelez-vous nos moins 1500 watts. Le signe moins nous a tout de suite dit que la maison se vidait de son énergie. Ne le négligez jamais. On est parti d'une simple facture de chauffage, on a traversé les murs de nos maisons pour arriver à l'équilibre de la planète entière, et tout ça avec les mêmes lois physiques. Vous avez maintenant les outils pour décrypter le monde thermique qui nous entoure. La question n'est plus juste pourquoi ça chauffe, mais bien comment je peux le modéliser et le calculer. Maintenant, c'est à vous de jouer.